s'étendra progressivement sur Facebook. Du coup, merci à tous les participants et surtout merci aux startups de participer à cette masterclass sur le thème de l'entrepreneuriat comme levier d'amélioration des conditions de vie des communautés locales et de la conservation environnementale. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à poser vos questions à la fois sur Zoom ou sur le live Facebook, parce que n'hésitez pas à profiter de la richesse et la diversité des panélistes qu'on a ici aujourd'hui, que je vais laisser se présenter peut-être en introduction juste. Je tenais à vous remercier d'avoir accepté et d'avoir répondu présent pour cette masterclass qui est surtout dédiée aux startups du gouvernement TIR, mais qui s'adresse aussi à un public un peu plus large, notamment sur la page Facebook de Miraka. Et du coup, je vais vous laisser le temps de vous présenter et d'expliquer qu'est-ce que vous faites. Juste en introduction, on a Camille, qui est Camille André Bataille de Anka, qui est dans la fourniture d'énergie solaire. On a Max, qui est dans l'agroforesterie, Max Fontaine. Et on a Matakara Sarzak, qui est dans les solutions WASH et l'assainissement. Du coup, je vais vous laisser présenter un peu plus en détail vos activités avant de me lancer sur les questions, commençant peut-être par Camille. C'est ça. Merci Colombe et ravie d'être présente à cette masterclass. Je vais faire de mon mieux pour essayer d'apporter des éléments intéressants et intelligibles aux questions qui me sont posées. Donc moi c'est Camille André Bataille, je suis directrice générale et cofondatrice de la société Anka, qui, comme l'a rappelé Colombe, est spécialisée dans l'énergie, précisément les énergies renouvelables et le solaire, photovoltaïque. Et on travaille autour de trois grands axes. On développe des solutions financement, conception, construction, exploitation, pour d'une part l'accès à l'énergie, notamment en zone rurale à travers des projets de réseaux solaires. On travaille aussi autour de améliorer la continuité de service et renforcer les réseaux défaillants pour la production d'électricité auprès du marché essentiellement B2B, et à travers des activités qu'on appelle EPC ou ESCO, soit en vente CAPEX direct, soit sous un mode de leasing de services énergétiques. Et notre troisième gros axe, c'est la sobriété à travers l'efficacité énergétique. Et le dernier métier de Nana, qui est un peu une action transversale, c'est le conseil à des tiers, publics, privés, institutionnels, à travers toute cette expertise énergétique et de production électrique. Et aujourd'hui, on travaille à Madagascar, à travers tout le pays, mais on est aussi présent au Togo, en Zambie, en Éthiopie pour ces mêmes métiers. Voilà, et moi, ça fait personnellement presque 9 ans que j'habite en Madagascar. Je peux passer sur Max. Bonjour à tous, bonjour aux entrepreneurs et à ceux qui ont rejoint le live sur Facebook. Je m'appelle Max Fontaine, je suis le fondateur et directeur général de l'entreprise sociale Bond. Nous réalisons des projets d'agroforesterie, des projets de plantation de mangroves. Nous nous lançons aussi dans des projets de plantation à vocation de production et de transformation à Madagascar. Aujourd'hui, on a planté à peu près 900 000 arbres et on est présent dans cette région de Madagascar. Et tous nos projets, ce qu'ils ont en commun, c'est d'avoir un impact fort au niveau environnemental, au niveau économique et surtout le plus important, c'est au niveau social pour développer et accompagner les populations locales. Merci Max. On peut passer à Hamza. Oui, bonjour à tous. Moi, c'est Matakara Sarzak. Je suis le directeur adjoint de l'entreprise Sandanjan. Brièvement, Sandanjan, c'est la combinaison de Malagasy, Sand, valeur, et Ran, eau, c'est-à-dire notre métier tourne autour de la valorisation de l'eau. Mais concrètement, notre secteur d'activité se focalise sur l'adduction d'eau potable, l'assainissement et l'environnement. Nous avons trois départements clés qui résument donc notre activité. D'une part, nous avons un département études et recherches qui réalise donc les études de faisabilité dans le secteur WASH. Nous avons également un deuxième département sur la construction, c'est-à-dire que nous réalisons des infrastructures d'adduction d'eau potable, d'irrigation, d'assainissement.
Et enfin, nous avons un dernier département dédié à la gestion et à l'exploitation des systèmes d'eau, notamment en zone rurale et semi-urbaine. Et actuellement, nous gérons le service d'eau potable dans une dizaine de communes. Donc, en gros, c'est ça, simplement. Merci à tous pour cette présentation et comme vous le constaterez, on a un panel aujourd'hui qui est très diversifié dans l'énergie, dans l'eau, dans les forêts. Et on a aussi ici des entrepreneurs qui ont le mérite d'avoir directement intégré des sujets de conservation de l'environnement dans leur business model et dans leur modèle économique, soit par choix, soit parce qu'ils étaient obligés et contraints par rapport au secteur où ils voulaient se mettre. Et ma première question va être dirigée sur ça. Et ça sera pour vous trois, en fait. On parle souvent des opportunités qui existent pour les entrepreneurs qui mettent ça au cœur de leur modèle économique. On parle des opportunités de financement et tous ces sujets-là, sur lesquels on va revenir, bien sûr, plus tard. Mais j'aimerais commencer par les contraintes que vous trouvez aujourd'hui à intégrer ces sujets dans votre modèle économique. Sur quel sujet vous heurter à chaque fois que, enfin, par rapport à ce choix que vous avez fait dès le début de vos activités. Pareil, on peut commencer par Camille. Mais alors déjà, pour répondre à la question, pour confirmer si ça a été un choix ou si j'ai été obligée, je trouve que de manière générale, de prime abord, ça faisait partie de la vision d'entreprise et de l'entrepreneur que je suis, d'intégrer la dimension environnementale, mais aussi sociale, en plus de la vision économique au cœur du modèle de l'entreprise. Quand on a démarré, l'objectif était vraiment de pouvoir se focaliser sur des énergies renouvelables et de pouvoir exploiter ces énergies, notamment à Madagascar, en grande quantité et bien présentes et bien réparties sur le territoire, pour fournir des services qui pourraient permettre de déverrouiller le développement socio-économique au niveau local. Donc la première cible, ça a été de travailler avec les communautés rurales, parce qu'il y a un grand besoin à Madagascar, 85% du territoire électrifié, et je ne parle pas des 15% qui le sont et qui subissent une qualité de service parfois médiocre quand elle est là. Et petit à petit, on a fait évoluer nos services et nos prestations pour se diriger vers d'autres catégories de clients qui aussi avaient une problématique d'accès à l'électricité. Et donc notre vision initiale orientée vers substituer des sources d'énergie thermique polluantes avec des sources d'énergie de production énergétique renouvelable, notamment le solaire en l'occurrence, c'était donc avec une vraie conviction autour de la protection de l'environnement, en tout cas de la limitation des dommages causés sur l'environnement de manière générale. Et puis même au niveau des clients plus privés avec lesquels on travaille, il y a une vraie dimension aussi de pouvoir intégrer une démarche RSE, donc responsabilité sociale en entreprise, d'impact positif à travers leurs activités qui sont pour la plupart pas du tout liées au secteur de l'énergie à la base. C'est vraiment voir comment pouvoir intégrer cette dimension environnementale et impact au sein de leur fonctionnement. Donc voilà, ça fait vraiment partie de notre ADN. Maintenant, oui, ça vient avec des contraintes. J'en citerai quelques-unes et je pense que Max et Manzac pourront compléter aussi avec leur point de vue. Il y a une contrainte qui, je pense, est beaucoup d'ordre administratif et procédurière quand on veut pouvoir se former et délivrer en conformité avec des exigences souvent internationales en matière de responsabilité environnementale, que ce soit dans les modèles économiques, que ce soit dans les travaux d'audit et de rapport de reporting également. On a un certain nombre parfois d'études à faire, des études qui sont parfois onéreuses, parce que quand on se conforme à des standards internationaux, ça demande un peu plus de boulot que si on faisait ça sur un comptable, sur un truc de papier un peu à l'arrache. Donc voilà, il y a un coût qui est quand même associé à la démarche qu'on a dans notre métier. Parce qu'on va recruter des ressources plus spécifiques et plus qualifiées sur certains sujets, parce qu'on va devoir se former, obtenir des outils qui vont nous permettre de suivre certains indicateurs, etc. Donc il y a un coût, il y a une dimension ressources humaines, il y a une dimension structuration et organisation de l'entreprise pour s'aligner avec tout ce travail-là. Et parfois on se heurte, notamment à Madagascar, je pense, certaines lacunes
dans les process mis en œuvre auprès des autorités, par exemple, ou auprès de certains mécanismes aussi qui ne sont pas forcément encore adaptés ou familiarisés avec ces démarches. Donc parfois on est un peu trop rapide ou peut-être un peu trop pionnier sur certains sujets, mais ça aussi c'est une contrainte à avoir en tête. Et forcément tous ces coûts derrière doivent être répercutés dans le prix du service ou du produit qu'on doit fournir. Donc il y a aussi une réflexion sur comment modéliser un modèle pour qu'il soit pérenne en intégrant tout ça. Et l'autre chose que je voulais juste mentionner rapidement, c'est parfois aussi la confrontation avec les bénéficiaires eux-mêmes, et notamment en zone rurale, par exemple, de travailler sur la cuisson électrique. C'est une problématique extrêmement compliquée parce qu'on s'attaque à une dimension coût qui est très forte pour les bénéficiaires, mais aussi à un changement de mentalité et de pratique. Et voilà, et ça, je pense aussi que c'est des choses à considérer, c'est bon, temps et d'accompagnement. D'accord. Alors pour nous, je pense que Camille elle a déjà résumé beaucoup sur tout ce qui était structurel. Ça, je pense qu'on le vit tous les trois. Pour suivre sur ça, nous, au niveau des contraintes, on va dire, structurelles à Madagascar, le fait qu'on fasse du reboisement, ça veut dire qu'on doit travailler avec la terre, on a besoin de sol pour planter nos arbres. Et il y a pas mal encore de lacunes au niveau, la différence entre le droit coutumier et le droit administratif qu'on connaît. Quand on va dans les campagnes, par exemple, c'est pas forcément les titres fonciers qui font la loi, donc il faut jongler avec ça. Et nous qui voulons planter à grande échelle, on peut pas faire d'économie d'échelle sur ça. Dès qu'on va sur un terrain, il faut toujours travailler avec les populations locales qui habitent sur place, essayer de comprendre qui a vraiment le droit de travailler sur cette terre. Et ça, c'est des procédures qu'on doit faire à chaque fois, par exemple dans notre domaine, au niveau contraintes légales. Ensuite, sinon, la vision de base de Fond, oui, on est vu comme une entreprise verte parce que voilà, on travaille dans l'environnement, dans les forêts, dans la conservation, la biodiversité. Mais la vraie motivation des 80 personnes qui travaillent au quotidien chez Bond, c'est avant tout, je pense, de développer Madagascar de façon durable. Et ça veut dire d'abord développer la population qui habite. Et Camille disait tout à l'heure, par exemple, 85% de l'île n'est pas électrifiée. 80% de la population malgache, elle est rurale. Et nous, ces 80%-là, en fait, nos cibles, les personnes avec qui on veut travailler. Et on a dû inventer tout un modèle. Et on parlait du changement de comportement. Et avec ces personnes-là, c'est vraiment compliqué de leur dire, bon, ça fait 60 ans que vous plantez de cette manière. Si vous voulez que que votre parcelle elle puisse être durable, si vous voulez améliorer vos conditions de vie, vous devez changer des choses radicalement, ne plus faire des cultures uniques, ne pas planter la même chose que son voisin. Donc il y a aussi ces contraintes un peu culturelles, toujours auxquelles on fait face. Mais on voit surtout voilà, que c'est une opportunité, et avant d'être une opportunité, même c'est une nécessité. On n'a plus le choix en fait. Notre message premier quand on travaille avec des agriculteurs, c'est que si vous continuez à conserver ces techniques-là, vos parcelles, elles vont, au bout d'un moment, elles ne pourront plus rien produire. Avec le changement climatique, avec la perte de fertilité, avec la sécheresse, on n'a plus d'autre choix que d'aller vers ces business models voilà, qui sont verts et qui considèrent l'environnement, même si ça coûte plus cher. Donc oui, il y a des opportunités, oui, il y a des contraintes, on peut parler de ça pendant des heures, mais c'est avant tout, je pense qu'on n'a pas le choix en fait de faire ces modèles. Ok. Peut-être avant de passer la parole à Mazak, j'aimerais rebondir sur quelque chose que vous avez dit, c'est la difficulté du travail avec les communautés locales. Comment vous gérez ça, c'est-à-dire comment vous sensibilisez les communautés locales sur cette vision long terme-là de vous n'allez plus produire, de toute façon vous êtes obligé de faire comme ça, quand leur problématique c'est vraiment pas ça encore et qu'ils essaient de survivre au jour le jour. C'est quoi votre stratégie et est-ce que ça passe par des dotations de matériel ou de quoi que ce soit ou comment vous gérez cette relation? Je veux commencer. C'est la question à un million, ça. Oui, je peux commencer rapidement, sans rentrer trop dans les détails, parce qu'on n'a pas détaillé tous les plans d'action et de sensibilisation qu'on met en œuvre. Mais je pense que c'est un travail de longue haleine. Donc en fait, avant le démarrage, en tout cas pour notre part du projet, on s'attaque à ce sujet bien en amont de la mise en œuvre du projet, parce qu'on sait que ça va prendre du temps. Et quand je dis bien en amont, c'est pas quelques mois, c'est parfois ça va être 2 ans, 3 ans avant la mise en œuvre du projet. On sait que c'est très tôt qu'il faut planter la graine, par coup de sensibilisation, d'accompagnement, de séances d'information. Moi, je crois fondamentalement dans le pouvoir de l'information. Je pense que c'est une mauvaise démarche de considérer que parce que
On a une population qui est peut-être moins éduquée, qui a accès à moins d'informations à la base et qui pratique pas de la même manière que nous, elle ne peut pas comprendre. En fait, si elle peut comprendre, si on lui explique de la bonne manière et si on prend le temps d'expliquer les tenants et aboutissants et tous les éléments qui justifient la démarche qu'on a. Donc l'information, la sensibilisation, une présence aussi locale, passer du temps pour comprendre quelles sont les problématiques et essayer de construire des modèles et des solutions qui viennent compenser les efforts qu'on leur demande. Donc, parfois, ça va venir par un soutien financier, parfois, ça va venir par des formations, parfois, ça va venir par, je ne sais pas, quels autres, il y a plein d'autres mécanismes qu'on peut mettre en œuvre. Et souvent aussi, c'est un travail qui doit être conjoint, c'est-à-dire que l'entreprise seule n'a pas toutes les compétences et tous les moyens. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir s'associer avec des acteurs de développement locaux, des associations locales, des ONG, les autorités, impliquer aussi toutes les parties prenantes au niveau local, pour que personne ne se sente lésé et oublié sur le bas-côté, parce que c'est aussi ça qui fait que les gens vont se fédérer autour du projet et vont s'impliquer dans la démarche. Si je peux juste rajouter de notre côté, en fait, l'approche qu'on a, c'est vraiment de se dire qu'il faut que les populations rurales, elles contribuent en fait à la solution. Nous, on vient pas là-bas et on leur dit pas ce que vous faites, c'est vraiment nul, et nous, on a des techniques de dingue. Ça, c'est impossible que ça marche comme ça. Donc, il y a un gros travail qui est fait en amont avant de planter le premier arbre. Voilà, des mois ou des années en avance, on vient pour analyser la situation de la population locale, l'état des infrastructures. On fait des focus group avec voilà, tous les membres de la communauté, par exemple. Ensuite, on va faire des analyses des besoins individuels, vraiment leur poser des questions. Comment tu gagnes de l'argent? C'est quoi ta source d'énergie? Combien d'enfants? Comment vous produisez de la nourriture, etc. Il faut vraiment essayer de leur comprendre. Il y a des régions où on travaille où ils ont beaucoup de nourriture, mais ils n'ont pas d'énergie. Il y a des régions où on travaille où ils ont de l'énergie, ils n'ont pas de nourriture. Donc, à chaque fois, il faut vraiment partir de leurs problématiques pour proposer une solution. Et après, comment les convaincre? Je trouve que la meilleure façon, c'est la preuve par l'exemple. On a des champs-écoles paysans où les populations locales peuvent venir voilà, se former avec des formateurs. Et sur ces champs-écoles-là, en fait, on fait de la vraie pratique, on fait des productions où nos ingénieurs ils font des méthodes qui sont plus adaptées, avec des semences qui sont plus adaptées, on fait des combinaisons de cultures. Et comme ça, on a un témoin et le champ d'expérimentation l'un côté de l'autre, et ils voient vraiment en temps réel que les méthodes actuelles, peut-être qu'elles sont moins efficaces que les méthodes que nous on propose. Et ça fait vraiment un déclic bah voilà, dans leur façon de penser. Et la dernière chose, c'est qu'on a aussi des pépinières pédagogiques où dès le plus jeune âge, on va dans les EPP, dans les villages, et voilà, on fait de la sensibilisation, et il y a des pépinières dans l'école pour que les futurs agriculteurs, donc au final, les EPP dans le monde rural, c'est les agriculteurs de demain. Et comme ça, les agriculteurs de demain, ils peuvent tout de suite comprendre que voilà, il y a des nouvelles méthodes de cultiver. C'est très clair. Est-ce que Matak, tu veux intervenir sur la partie contrainte? Oui, mes deux collègues là ont déjà largement expliqué les contraintes communes aux entrepreneurs. Je ne vais plus entrer dans ces détails, mais peut-être spécifiquement pour le secteur de l'eau, qui est un secteur assez complexe. Et là, nous parlons de secteur privé et secteur de l'eau. À Madagascar, le secteur de l'eau a la réputation d'être compris comme un secteur purement social et humanitaire. Et une des contraintes liées à l'intégration du secteur privé dans ce secteur de l'eau-là, c'est déjà de faire adhérer à la population que le service de l'eau doit être payant. C'est-à-dire qu'on explique derrière que l'eau est en effet un patrimoine national qui est normalement n'est pas à vendre. Mais c'est le service en fait qui va derrière en amenant l'eau venant de la source, qui passe par divers procédés de traitement, de potabilisation avant d'arriver dans les foyers des clients, qui est payant, et la pérennisation de ce service-là. Par rapport aux contraintes liées à cette intégration de la communauté, on fait face aux mêmes contraintes, mais concrètement à l'eau, c'est cette appropriation donc que le service est payant d'une part, et aussi il y a
une obligation, je ne dirais pas contrainte, mais une obligation de travailler avec diverses parties prenantes, notamment la commune qui est légalement le propriétaire des infrastructures, mais qui délègue la gestion de ces infrastructures-là à un gestionnaire privé, professionnel, pour justement assurer la maintenance des infrastructures pour pérenniser le service. Et après, il y a les contraintes liées à la gestion post-investissement, c'est-à-dire que on investit dans la construction déjà pour assurer la gestion après, et le fait d'assurer le retour d'investissement avec un secteur considéré purement social, il faut définir donc un tarif de l'eau à la fois rentable pour l'entrepreneur, mais aussi et surtout abordable et qui ne dépasse pas donc la capacité à payer des usagers. Donc globalement, je ne fais que citer quelques contraintes que nous faisons face par rapport au secteur de l'eau spécifiquement. Très bien, merci. Et par rapport à ça, peut-être que Camille a la même problématique aussi. Comment est-ce que vous faites accepter aux gens de payer, parce que justement c'est un service qui est considéré comme social, et j'imagine que l'énergie aussi, mais avec une légère différence par rapport à ça. Mais comment est-ce que vous faites accepter ça à la communauté locale qu'il faut payer, que ça reste un service et que c'est pas votre stratégie sur ça? Si je peux apporter une réponse par rapport à ça, notre approche, déjà, d'une part, ce n'est pas de sensibiliser la population, mais d'éduquer par rapport à l'exemple. Comme disait tout à l'heure Max, on transpose en fait deux situations. Et la première, c'est leur situation actuelle. On démontre par des chiffres, par des langages, disons, profanes à la population, comme quoi, avant l'arrivée du service d'eau potable, ils ont utilisé de l'eau issue des pluies, des rivières, qui ne sont pas traitées, pour ne pas dire non potables. Et ils payent, même indirectement, ils payent cette eau-là 10, 15 fois plus cher que le prix qu'on va leur proposer après. Je vais donner un exemple. En milieu rural, les gens payent 100 à 500 riyals le bidon de 20 litres. C'est-à-dire 5 à 25 riyals le litre d'eau qu'ils vont puiser dans les rivières insalubres ou dans les puits avec aucun traitement. Et après notre proposition de tarif socialement acceptable et à la fois rentable pour l'entreprise, on arrive à descendre jusqu'à 2-3 riyals le litre, mais en plus de l'eau potable. Ensuite, on va plus loin, on explique que même si vous ne dépensez pas directement de l'argent pour aller puiser de l'eau, derrière le temps perdu pour aller faire 1 heure, 2 heures de temps d'aller-retour pour aller puiser de l'eau, vous perdez du temps et c'est déjà une perte implicite créée juste par rapport à la recherche d'eau. Ensuite, puisque c'est une eau qui n'est pas potable, les enfants vont être sujets à des maladies d'origine hydrique, notamment les enfants en bas âge, et ils sont obligés d'aller au centre de santé pour se faire soigner. Et en faisant la comparaison du montant qu'ils payent, par exemple, si on dit c'est 2 riyals le litre, et s'ils payent 4000 riyals pour se faire soigner dans un centre de santé, ça représente par exemple 2 mètres cubes, c'est-à-dire 2000 litres. Et cet enfant-là, pendant un mois, ne va pas dépenser 2000 litres. Donc, derrière la fourniture d'eau potable, on élimine cette perte d'argent à la population pour aller se faire soigner. Donc, après l'installation des infrastructures et le début des connexions au niveau des ménages, on montre par exemple que tel ménage qui bénéficie de l'eau potable
a eu telle amélioration sur leurs conditions de vie, ne serait-ce que ne plus aller chercher de l'eau à 5-10 km, et ainsi de suite. Donc, il y a un phénomène d'entraînement par rapport aux environs, par rapport au voisinage. Et c'est ça qu'on entend donc par éduquer la population en montrant l'exemple. Et c'est ça. Non, mais je pense que Gonzague a pas mal couvert le sujet. C'est des problématiques qui sont assez similaires entre l'eau et l'énergie, avec peut-être une différence, c'est que l'énergie, si on ne la crée pas, elle n'est pas disponible dans la nature. Donc en fait, c'est soit les gens ont accès à l'électricité, soit ils n'ont pas. Après, la source de production électrique, c'est là où il y a un débat. Donc les gens ont conscience, a priori, que s'ils n'ont pas accès à l'électricité, demain ils l'ont, il faut payer. Parce qu'ils ne peuvent pas se procurer eux-mêmes tout seuls dans les alentours de la nature, etc. Et après, c'est une question de choix de technologie. Et aujourd'hui, effectivement, on fait le même travail. En fait, on parle, on t'explique. Voilà, aujourd'hui, utiliser un groupe électrogène, ça coûte tant, ça mobilise tant de ressources, ça veut dire plus de travail de maintenance, ça pollue, c'est souvent à côté des habitations, c'est très bruyant, on ne peut pas l'utiliser à côté d'un hôtel, jamais les clients ne sont jamais contents. Enfin, il y a plein d'arguments qui vont être utilisés et ensuite on fait la comparaison avec la solution qui est proposée. Et effectivement, comme dit Isaac, le prix doit être abordable pour la population, mais aussi s'intégrer dans une trajectoire de rentabilité pour le modèle économique de l'entreprise ou du projet. Donc il faut trouver cet équilibre. Il n'y a rien de mieux que l'exemple, je suis une fois d'accord, montrer par l'exemple, c'est le meilleur moyen de convaincre les gens, donc voilà, ça fonctionne, et puis tout à l'heure on appelle, comme dit, on a vu tel projet qui a été fait, vous avez fait, on peut faire la même chose ailleurs. Et ça va parfois être des ONG, un secteur privé, comme ça va être un maire de commune qui se déplace en disant, moi je veux pareil. Parce qu'en voyant, on se rend compte des bénéfices qui sont apportés, et forcément ça convainc plus facilement. Donc, ouais. Tu peux toujours réintervenir si ça revient. Mais du coup, je note montrer l'exemple et surtout vendre de la qualité aussi, parce que c'est oui. Oui, c'est ça en fait. Ouais. C'est aussi, si tu vends un service ou un produit à un prix, il faut que la qualité elle suive. Je pense que les gens ont été beaucoup déçus, notamment dans le service de l'énergie, parce que c'est celui que je connais mieux. Donc on sait pourquoi, mais parce que tu payes pour un service que tu n'as pas. Tu n'as pas la qualité qui est là. Et je pense que le bénéficiaire, quel qu'il soit, il est capable de payer un prix, tant qu'il a le service qui va avec. Et je pense que parfois on se fait une mauvaise idée de la capacité à payer des gens en zone rurale. En réalité, les gens sont des ménages ruraux. Bien sûr, ils ont leurs difficultés, mais ils sont capables de passer outre cette barrière s'ils ont la conviction qu'il y a un service de qualité ou un produit de qualité qui va leur être fourni. Et pour moi, ça, c'est une des grandes révélations en ayant travaillé pour les zones rurales. Le but est toujours à baisser les prix au maximum, mais en fait, tu te rends compte que non, les gens, ils peuvent payer, mais ils veulent le service qui va avec. Ok, super, merci. Du coup, il y a pas mal de choses à prendre, surtout pour les startups aujourd'hui. Juste pour rappel, l'objectif général de la masterclass, c'était aussi pour sensibiliser et donner quelques éléments aux startups bénéficiaires du programme LITIR, qui, pour rappel, est un programme de conservation de la biodiversité et d'appui au développement économique des communautés locales. Et pour pas juste vous faire peur avec les contraintes, peut-être avant de rentrer dans les questions du chat, parce que j'en vois déjà, vous pouvez dire quelques mots sur au contraire les opportunités que ça donne. Parce que si aujourd'hui vous avez réussi à baser votre modèle économique sur ça et vous continuez à exister, c'est que c'est possible de le faire de un, et il y a des opportunités autour qui se présentent et encore plus aujourd'hui, que ce soit en termes de financement, de nouveaux marchés, de personnel, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur ça? Je vais commencer. Je vais commencer pour les opportunités. D'abord, notre perception des choses en tant qu'entrepreneur, c'est que là où il y a un problème, des contraintes, il y a une opportunité de développement économique. Si je parle de manière globale, je vais intégrer le secteur de l'eau et je vais parler de chiffres. Actuellement, Madagascar a plus de 1697 quelques communes. Dans la
Chirama, qui est la société nationale qui fournit de l'eau et de l'électricité, ne couvre que les chefs-lieux de district, c'est-à-dire plus de 90 communes au maximum. C'est-à-dire que nous avons encore 1600 communes rurales. Le taux d'accès à l'eau potable actuellement ne dépasse pas les 50%, pour ne pas dire donc que encore plus de la moitié de la population malagasy n'a pas encore accès à l'eau potable. C'est un besoin de base. Donc, oui, c'est un besoin même fondamental. Donc, pour nous, en tant qu'entrepreneurs, il y a donc plus de 1600 communes encore libres sur le marché. Et si on considère donc seulement avec un ratio, un besoin en eau de 30 litres par jour par habitant fixé par le ministère de l'eau, avec ces 1600 communes qui ont, prenons une moyenne de 10 000 habitants, on a donc 16 millions, plus de 16 millions d'habitants qui restent encore à desservir avec ces 30 litres par jour par habitant. Disons que 1 litre d'eau, c'est un arial, c'est-à-dire 30 arials multiplié par 16 millions d'habitants par jour. C'est le volume du marché. C'est juste un raisonnement de 1 plus 1 égale 2, mais derrière, il y a tout un travail complexe. Mais justement, ce sont les opportunités qui s'offrent aux entrepreneurs. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a encore un changement de paradigme à effectuer dans l'intégration du secteur privé dans le secteur de l'eau. Et je parle d'une manière générale, donc il faut considérer tout un écosystème pour vraiment avoir des impacts et atteindre les objectifs. Et actuellement, concernant l'eau, l'objectif de développement durable numéro 6, qui veut que l'accès à l'eau et à l'assainissement atteint 100% d'ici 2030, c'est-à-dire il n'y a plus que 7 ans. Et tous les projets, toutes les initiatives, les bailleurs et les parties prenantes se focalisent donc pour l'atteinte de ces objectifs-là. Donc, il y a donc un besoin réel et d'autre part, il y a cet objectif à atteindre. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, on voit cette porte d'entrée-là comme une occasion d'intégrer en amont déjà tout ce qui est partie études, tout ça, c'est-à-dire c'est déjà un gros volume de marché pour faire les études de ces zones-là. Ensuite, pour la construction, il y a donc des opportunités pour les entreprises de construction en général qui peuvent se spécialiser justement sur la partie infrastructure, réduction d'eau potable. Et enfin, pour assurer la pérennisation du service, il nous faut donc plusieurs gestionnaires pour assurer cette continuité de service avec la qualité qui va avec. Donc en gros, c'est ça les opportunités qui peuvent se présenter dans le secteur de l'eau. Moi, je rajouterais, bon, ça peut faire un peu cru de le dire comme ça, mais je pense que l'eau, le bois et la nourriture, ça va être les plus grandes causes de guerre à l'avenir, quoi. Il y a de plus en plus d'humains sur Terre, on vient de passer les 8 milliards d'habitants, et les ressources en eau, les ressources en bois et les ressources agricoles sont de plus en plus difficiles. Donc, d'office, ceux qui vont maîtriser ces ressources-là seront, voilà, il y a des grosses opportunités à aller chercher. Et c'est pour ça que je dis que c'est un peu cru de le dire de cette manière. Et Madagascar n'échappe pas à cette règle. On a une démographie qui va exploser et il faut produire de la nourriture, il faudra nourrir, il faudra alimenter toutes ces personnes. Il y a beaucoup d'opportunités aussi, par exemple, dans l'urbanisation, l'électrification. Tous ces humains, ils doivent consommer. Donc nous, en tant qu'entrepreneurs, on doit voir de quoi ces humains auront besoin et on doit se positionner dessus dès maintenant. Comme ça, quand on sera 50 millions de Malgaches, nous, au moins, on pourra répondre à cette demande.
Oui, moi je compléterais, je trouve que c'est hyper important ce qui vient de dire par Maxime Zach, je pense que davantage d'entrepreneurs devraient aussi réfléchir de cette manière, c'est une approche, une vision holistique et écosystémique. On ne travaille pas dans des secteurs d'activité qui sont cloisonnés. En tout cas, on ne peut plus travailler dans des secteurs d'activité qui sont cloisonnés. L'eau est indispensable, la forêt est indispensable, l'électricité est indispensable, en tout cas pour la société moderne telle qu'on la connaît. Ok, mais c'est en combinant ces différentes actions qu'on atteint un véritable niveau d'impact et qu'on peut aussi faire profiter des modèles économiques. En l'occurrence, en créant des synergies, moi je pense que c'est un des facteurs aussi clés dans la vision entrepreneuriale qu'on doit pouvoir avoir aujourd'hui. C'est de ne pas se considérer seul et isolé dans son secteur d'activité avec sa problématique entrepreneuriale. Non, elle est souvent interconnectée avec beaucoup d'autres sujets. Ça peut être des sources de solutions, ça peut être des sources d'opportunités professionnelles, d'opportunités de business, d'opportunités de financement, d'opportunités d'apprentissage. C'est ce partage aussi qui, je pense, est une énorme chance, et c'est le cas par exemple en masterclass comme ça. Mais je veux dire, les gens ne savent peut-être pas, mais il y a aussi des discussions entre les entrepreneurs présents dans le panel sur des potentiels de synergie, de collaboration, etc. Pour moi, ça me semble vraiment important. Et je suis d'accord qu'il faut arriver, comme Max le disait, il faut arriver à déceler dans les fondamentaux de la société telle dans laquelle on vit aujourd'hui, où sont les sujets qui vont être cruciaux pour demain. Et il y en a plein. Et il y en a plein, et on peut aussi diversifier un tas de métiers autour de ces problématiques. On peut faire de la conception, de l'ingénierie, on peut faire de la construction sur différents aspects, on peut faire ça c'est tout, on va dire tout le hard, on peut aussi valoriser tout le soft, toutes les soft skills, donc tout ce qui va être matière grise. Il y a des cerveaux ici, il y a des gens qui réfléchissent, il y a des gens qui ont des idées, et tout ça aussi c'est bancable. Et on peut faire des modèles autour de ça. On n'est pas obligé d'aller construire des pipes, d'installer des poteaux, de planter des arbres. On peut avoir aussi d'autres compétences qui sont peut-être moins capitalistiques et qui vont être hyper pertinentes dans le contexte dans lequel on est. Il faut juste prendre le temps aussi d'y réfléchir, de voir où on a notre valeur ajoutée, où est-ce qu'on peut en créer, et aussi qu'est-ce qu'on veut faire. Moi, je pense que c'est important. Je pense que nous trois, on fait partie des gens qui, en se levant le matin, sont contents de faire notre métier et ayant cette conviction aussi au cœur et dans l'ordinateur et sur le terrain. Et ça aussi, je pense que c'est important. Donc, il y a un champ des possibles qui est immense. Et s'il n'est pas évident pour tous les entrepreneurs aujourd'hui qui participent et qui nous écoutent ou qui seraient en train de réfléchir au montage d'un nouveau projet businessarial, et ben, il suffit en fait d'observer autour de soi pour se rendre compte qu'il y a énormément d'opportunités à saisir. Mais parfois, il faut juste une petite pichenette pour prendre c'est clair, oui, c'est clair. Et je suis complètement d'accord sur ce sujet de ne pas s'isoler, s'ouvrir un peu au monde. C'est un sujet qui nous tient assez à cœur sur Mitir, d'où la création de la communauté. On essaie de, Gabi, tu le sais, tu es mentor d'un des entrepreneurs. On essaie de mettre en relation les entrepreneurs avec deux entrepreneurs. Pardon. On essaie de mettre en relation les entrepreneurs avec d'autres entrepreneurs, de chercher de mobiliser l'écosystème Yaraka autour des entrepreneurs. Du coup, on est assez d'accord sur ce sujet-là. Oui. Ouais, je suis désolée, je pense aussi à autre chose parce que je pense que c'est bien en tant qu'entrepreneur de savoir rêver et de savoir aussi dépasser les frontières qui paraissent évidentes aujourd'hui. Il y a un travail qui peut être fait à Madagascar, il y a énormément de chantiers, de challenges à relever, mais ces problématiques, elles sont communes à plein d'autres marchés, à plein d'autres territoires. Et c'est aussi un potentiel de pouvoir transférer des compétences et des savoir-faire qui vont être développés ici et qui pourraient être exportés ailleurs. Et moi, je veux juste donner cet exemple parce que c'est important aussi de prouver aux gens que c'est pas limité, c'est pas une fin en soi. Moi, j'ai une équipe de 4 personnes, dont 2 n'avaient jamais quitté Madagascar de leur vie, qui sont partis en Éthiopie pour travailler dans la fourniture d'électricité dans le port de Jugé. Bon, c'est génial de pouvoir réfléchir de cette manière et de se dire que ce qu'on développe ici, on crée une valeur ajoutée qui va servir ici, mais qui peut aussi servir ailleurs. Oui, non, c'est clair. Ce sujet de s'ouvrir au monde, et ça rejoint un peu aussi le sujet vous avez parlé tout à l'heure dans les contraintes de l'exemple. Je ne sais pas si on peut appeler ça un avantage d'être beaucoup en retard par rapport à tout le monde. Du coup, il y a pas mal de choses à voir ailleurs, en fait, qu'on peut répliquer, et de réinventer à chaque fois.
C'est pas tout à fait un avantage, mais en tout cas c'est là et on peut profiter de ça, on peut essayer de voir ce qui se fait ailleurs et voilà. Ouais, Oui. moi je brise un cliché un peu parce que, en tout cas, dans le secteur de l'énergie et de l'accès des Pas si on peut faire que ça. MADA n'a pas accroché par rapport à plein d'autres pays. D'accord, ok. Donc, c'est ça aussi, c'est que, à force de penser qu'il y a énormément de chantiers, de challenges ici, on finit par oublier qu'il y a aussi plein de choses qui ont déjà été faites et plein de réussites. Et ça, je pense que c'est important de valoriser. Je sais pas, Manzac, depuis combien de temps tu fais ton boulot? Ton Max, ça fait quoi, 3-4 ans? Toi, ça fait combien de temps? 25 ans. 25 ans, moi, ça va faire presque 10 ans. Et en fait, on a délivré des choses pendant tout ce temps. Et il y a plein d'autres acteurs aussi qui l'ont fait. Donc, MADA n'est pas forcément synonyme que de retard. D'accord, ok, je le retire. Non, mais c'est bon, c'est vrai, plein de choses. Oui, mais j'aimerais ajouter par rapport à cette vision de l'entreprise, nous, on a l'habitude de dire que nous ne sommes pauvres, mais nous sommes en difficulté. Mais on peut remonter la pente si on a la volonté de réussir. Et pourquoi pas, comme disait Camille tout à l'heure, combiner pour avoir cette synergie-là des interventions, travailler ensemble pour réussir ensemble. Et c'est cette vision-là, en fait, qui reste à développer, à multiplier, à mettre en échelle pour les futurs et actuels entrepreneurs. Très bien, merci pour ces insights. L'idée de la masterclass, c'est que ça soit aussi un peu interactif. Du coup, là, je vois quelques questions. Est-ce qu'on peut les ouvrir? Comment garantir la conservation de l'environnement dans le futur par le reboisement aujourd'hui? Je pense que c'est dirigé pour toi, Max. Alors, par exemple, il y a vraiment plein d'axes, hein. Je pense, en faisant du reboisement, il y a déjà plein de types de reboisement différents. Il y a du reboisement de conservation, il y a ce qui s'appelle la reforestation. Nous, on peut faire aussi de la restauration de terres dégradées, c'est-à-dire prendre des parcelles où il n'y a plus rien aujourd'hui et juste les faire revivre. Dans la plupart de nos projets aujourd'hui, nous, on ne fait pas de conservation directe. Ça veut dire qu'on ne travaille pas encore dans des aires protégées où il faut conserver des espèces endémiques, etc. Mais nos projets, par exemple, en répondant aux besoins des populations locales, ils protègent indirectement les forêts primaires. Il faut rendre les populations le moins dépendant possible de l'environnement et des forêts primaires. Parce qu'au final, qu'est-ce qui les détruit? C'est la pression de l'homme. C'est qu'ils ont besoin de bois, d'énergie, ils ont besoin de ressources qu'il y a dans la forêt. Donc le principe, c'est de planter des arbres pour répondre à ces besoins et protéger les dernières forêts primaires qui restent, parce que si on regarde les statistiques des forêts primaires, il ne reste même pas 10% à Madagascar. Donc ça, déjà, il faut les protéger. Et le meilleur moyen de les protéger, c'est pas de mettre des gardes armés autour, c'est juste en fait de développer les populations qui habitent autour. Et donc ça, c'est déjà une chose. Et ensuite, ben voilà, tous les bienfaits du reboisement. Je vois que la personne qui pose la question, c'est Army of Madagascar. J'imagine que cette personne doit travailler dans le miel. Donc, je pense qu'on se comprend. Sans les forêts, il n'y a pas les abeilles. Sans les abeilles, il n'y a pas les forêts. C'est tout un écosystème qu'il faut protéger. Et moi, je pense que c'est pourquoi on s'est engagé dans le reboisement. Sincèrement, c'est parce que pour nous, c'est vraiment un moyen, un très bon vecteur de développement de Madagascar. Et le jour où on arrive à développer Madagascar, eh ben, on va diminuer la pression sur l'environnement. Au contraire, au lieu de taper dedans, au lieu de mettre de la pression dessus, nous, on veut en faire un allié. On veut utiliser la nature justement pour nous aider plutôt que d'aller à son concours. Oui, peut-être que pour dans la même vision que Max disait, notre secteur d'activité est vraiment complémentaire, puisque à la limite là, il n'y a pas d'abeilles sans forêt, il n'y a pas de forêt sans abeilles. En amont, il n'y a pas de forêt sans eau, et il n'y a pas d'eau aussi sans forêt. Et nous, par exemple, dans le secteur de l'eau, on apporte une matérialisation et des éléments de repère par rapport à où reboiser, puisque le paradoxe à Madagascar, c'est qu'à chaque année, on fait les mêmes reboisements aux mêmes endroits. Donc c'est juste un événement, une activité à la mode, mais personne ne considère cet aspect pérennisation. Donc nous, par exemple, puisqu'on exploite la ressource en eau, c'est-à-dire qu'en amont, il y a un bassin versant à considérer. Et nous incitons donc tous nos partenaires
à commencer par la communauté, à pratiquer les reboisements au niveau de ce bassin versant-là. Et puisque ce bassin versant-là constitue un périmètre de protection justement pour la qualité et la quantité de l'eau, pour assurer donc la pérennité de la ressource, il faut donc reverdir tout ce qui est en amont de la ressource. Comme ça, donc, on matérialise vraiment tel hectare est reboisé qui va avoir tel impact directement par rapport à l'environnement, indirectement par rapport à l'eau qui va toucher la communauté. Donc c'est vraiment complémentaire et il y a vraiment un écosystème qu'il faut considérer ensemble, et tout secteur. Et j'ajouterais par rapport à la question précédente que nous avons la chance à Madagascar, et c'est vraiment une chance par rapport aux autres pays africains dans le secteur de l'eau, c'est que nous avons la chance d'avoir un cadre légal très bien réfléchi, très riche, mais qui malheureusement est mal appliqué, même mal vulgarisé à tous les niveaux. Donc, dans ce cadre légal-là, il y a des codes spécifiques à l'eau, les lois 98 sur 29, mais nous aussi, par rapport à l'environnement, nous avons la charte d'environnement, qui est la loi 2015-03, la charte d'environnement actualisée. Et dans ce texte-là, il est stipulé que tous les textes, les politiques, les législations, les programmes, les projets doivent tenir compte du changement climatique et de la gestion intégrée des ressources en eau. C'est-à-dire que ce n'est plus une incitation à considérer cette dimension environnement, mais c'est carrément la loi qui nous oblige, entre guillemets, à considérer ces aspects-là, quel que soit le type de projet, quels que soient les secteurs d'activité. Très bien. Et je pense que le commentaire rejoint un peu ça. Il y a une synergie à voir avec les trois activités. D'ailleurs, je pense qu'il y a déjà certains d'entre vous qui sont en discussion sur certains sujets. Oui. Donc, c'est clair que les trois sujets sont complémentaires, et surtout l'eau et l'électricité. C'est plus un commentaire, je pense, qu'une question. Hein. Et je pense qu'effectivement, en fait, il y a par nature et dans le mode de distribution au consommateur final, l'électricité ont beaucoup de similarités. Et donc, d'ailleurs, c'est aussi pour ça que dans la majeure partie des pays, les fournisseurs nationaux de l'eau et l'électricité sont en réalité combinés au sein de la même entité. Il y a des différences, bien sûr, opérationnelles, techniques, etc. Mais ça fait énormément sens de les combiner. Et effectivement, aussi par rapport au point qui est mentionné dans la remarque, aussi pour des économies d'échelle. Encore une fois, on ne perd jamais de vue en tant qu'entrepreneur la dimension entrepreneuriale et business model de l'activité qu'on est en train de mettre en œuvre. Et c'est pareil quand on fait des synergies, on n'a pas la bouche en cœur, un peu bisounours sur le terrain à vouloir sauver la planète. Pour une bonne raison, en tout cas, c'est mon point de vue. Et c'est là où je trouve que le secteur privé a énormément de cartes à jouer en la matière. C'est que probablement, le secteur qui a le plus de capacité à pérenniser dans le temps. Pourquoi ? Parce qu'il doit se créer une autosuffisance financière pour le support de ses propres activités. Et à partir du moment où ces activités sont, elles, orientées vers la protection de la biodiversité, l'environnement, etc., on crée un cercle vertueux. L'objectif pour l'entrepreneur, c'est que cette activité dure le plus longtemps possible. Et l'objectif pour l'environnement, c'est qu'un acteur comme ça reste là le plus longtemps possible. Donc c'est là où il y a un vrai, pareil, essence même, il y a un vrai potentiel pour arriver à faire du business tout en ayant des impacts positifs sur l'environnement qui nous entoure. Et effectivement, tout ça pour dire que la dimension businessariale et rentabilité, génération de profit, qui est quand même au cœur du sujet de nos entreprises, on va se voir les places, et c'est important de le garder à l'esprit, peut être fait aussi par des économies d'échelle et par la mutualisation d'activités, de ressources, de projets, etc. Et c'est très vrai dans le milieu. Si c'est pas rentable, c'est pas durable. Non, clair. Et d'ailleurs, je pense que il y a tout à l'heure on parlait de changement de paradigme, il y en a un qui s'est opéré il y a déjà un petit moment et qui touche de plus en plus différentes composantes de l'environnement de marché, secteur privé, secteur institutionnel, c'est un peu plus lent, et notamment secteur financier. C'est le principe de viser une rentabilité économique et financière dans les modèles, mais aussi une rentabilité environnementale et sociale.
Et ça, c'est extrêmement important. Ce que ça veut dire aussi aujourd'hui, pour parler un peu finance et financement et opportunités, qu'il y a toute une catégorie de partenaires financiers disponibles et disposés à accompagner les activités comme les nôtres à travers des mécanismes et des outils qui répondent à cette problématique. Et où ils vont chercher aujourd'hui, pas plus uniquement le TRI financier dans le modèle économique, mais aussi une liste d'impacts et d'indicateurs qui vont être essentiels pour eux aussi, pour pouvoir évaluer le bien fondé du modèle qu'ils évaluent. Et donc souvent, ça se matérialise par, on va dire, des attentes peut-être un peu moindres en matière de rentabilité financière, parce qu'ils ont conscience que tous les efforts qui sont fournis derrière pour atteindre une rentabilité environnementale et sociale, bah, voilà, viennent un peu, comment dire, absorbe une partie de la rentabilité du modèle, toujours en ayant quand même des modèles qui sont rentables. Oui. Et j'aimerais un peu vous challenger sur cet aspect impact environnemental et sur les communautés locales, c'était pas prévu, pardon. Mais parce que c'est le plaidoyer qu'on essaie de faire aussi auprès des bailleurs et des institutions financières. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez un vrai impact sur est-ce que créer des sources de revenus alternatives aux communautés locales et créer des biens et services, c'est quoi sur les 10 ans de ton activité ou les 3 ans pour Max? C'est quoi l'impact réel sur la protection de l'environnement? C'est-à-dire, sur Max par exemple, est-ce qu'un paysan donné ne dit juste pas c'est une source de revenus alternatifs, c'est quel pourcentage de son revenu total? Est-ce que c'est pas juste un plus? Mais il reste dans la forêt, il reste cette pression sur l'environnement reste, et il y a cet aspect juste en surplus. C'est quoi le réel impact sur les communautés? Au niveau environnemental, pour nous, par exemple, déjà, il y a l'aspect biodiversité. À chaque fois qu'on va aller planter sur une parcelle, on fait jamais de monoculture. Pour nous, ça, c'est le principe de base et on le fera jamais. En tout cas, au moins en agroforesterie, c'est toujours une combinaison de différentes espèces et on analyse c'est quoi la situation du sol actuellement, c'est quoi l'écosystème qui est autour et on s'assure que les espèces qu'on va planter, elles s'intègrent bien dans cet écosystème. Donc on vise vraiment aussi cet impact au niveau de la biodiversité. Ensuite, il y a bien sûr le fait de planter des arbres, on séquestre du carbone. Donc là, d'office, il y a un impact environnemental qu'on sait évaluer. Il y a des méthodologies qui nous permettent de savoir, à ce jour, sur telle parcelle, on a pu séquestrer tant de carbone. Donc voilà, on arrive à mesurer. Et ensuite, sur certains projets, par exemple, même dans nos projets de mangrove, il y a des méthodologies qui nous permettent de calculer le nombre de crabes qui ont pu vivre sur cette parcelle, qu'on a pu régénérer grâce à la plantation de mangroves. C'est des indicateurs qu'on n'utilise pas les mêmes sur chaque projet, mais nous, on se force en fait à mesurer c'est quoi nos impacts environnementaux concrètement. Et c'est difficile, hein, parce que ça fait 3 ans qu'on plante des arbres, et des arbres, on sait que bien sûr ça met du temps avant d'être mature, mais on se doit de le faire dès maintenant, parce que c'est ça aussi, c'est sur ça que nos partenaires nous jugent, c'est sur ça que les bailleurs nous jugent, donc on a dû vraiment faire des efforts pour avoir des KPIs environnementaux, sociaux et économiques. Super, merci. Et toi, Camille, pareil sur les 10 ans d'activité, c'est quoi parce que l'impact social est assez évident, c'est quoi l'impact environnemental réel de l'activité sur la fourniture de ce service? Le premier indicateur qui peut être suivi, c'est sur la substitution de l'énergie, de la production d'électricité par l'énergie solaire vis-à-vis du thermique qui est généralement utilisé. Et notre activité, on ne la fait pas que dans les zones rurales, parce que là, la majeure partie des gens n'ont pas peut-être une source d'électricité à la base, donc on vient quand même en ajouter une. Par contre, pour tous ceux qui consommaient à travers de l'électrogène, du coup, on substitue. Donc là, c'est pareil, il y a des méthodes de calcul qui permettent d'estimer le nombre de méthodes de CO2 éviter à travers cette technologie, ce système de production. Et on a aussi tout ça à travers le secteur B2B. Donc, dès qu'on solarise une industrie, dès qu'on va ajouter un système solaire en injection sur le réseau Girama, c'est pareil, on vient diminuer l'empreinte carbone de tous ces consommateurs. Donc, en fait, notre métier il est diversifié autour de la problématique énergétique et production des consommations d'électricité. C'est pour ça qu'on parle de création de réseaux ou renforcement de réseaux défaillants. C'est bien les deux grands aspects qui sont intégrés. Donc, dans notre activité, voilà, on va avoir la zone rurale, le secteur B2B, il y a une dernière composante qui est probablement encore trop pionnière à ma tête, j'espère, c'est l'efficacité énergétique, c'est le principe de sobriété. En fait, tout le monde est concentré sur le fait qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas suffisamment d'accès à l'électricité. Or, il y a déjà des consommateurs qui consomment beaucoup. Et donc, on peut déjà faire ce travail sur
optimiser les consommations existantes pour réduire les factures, parce que ça fera toujours plaisir à quelqu'un de dépenser sur ce service-là, mais aussi réduire l'empreinte carbone. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Point barre. Donc partant de ce principe-là, l'objectif n'est pas à tout bout de champ d'installer des panneaux solaires partout, il est d'essayer d'éduquer les populations rurales, mais pas que, les institutionnels, les financiers, les partenaires techniques, les industriels, les commerciaux, tout secteur, en fait, tous les consommateurs quels qu'ils soient, et toutes les parties prenantes intégrées dans le secteur, sur le principe qu'on n'a pas besoin de produire pour produire, en fait. Donc il y a tout ce travail-là qui est fait. Après, pour revenir sur le sujet des mini-réseaux et de l'impact, on va dire, plus direct aux zones de hotspot environnementaux, conservation, reforestation, etc., on a un impact plus indirect, on ne fait pas de reboisement, donc c'est compliqué de suivre l'impact de notre service et de notre activité sur l'amélioration d'une condition dans un environnement donné. Et ça, en tout cas, dans notre secteur d'activité, ça ne peut pas se faire uniquement par un suivi quantitatif, ça va aussi se faire par un suivi qualitatif, et donc du coup par toujours plus de sensibilisation, d'accompagnement et d'audit du comportement en fait des usagers. Par contre, celui qui est l'un des plus durs pour nous, l'une des activités les plus difficiles à mettre en œuvre, mais qui pour le coup pourrait avoir un impact très fort et qui serait complètement en alignement avec ce que fait le monde, c'est la substitution au bois de cuisson. Parce que du coup, là, on a une vraie solution alternative qui pourrait supprimer complètement l'utilisation du bois de chauffe. Deux problèmes principaux à ça. Le prix, parce qu'aujourd'hui, c'est l'approvisionnement sauvage. Donc, face à un coût qui est zéro, c'est super dur d'être compétitif. C'est très compliqué. Et là-dessus, normalement, c'est l'État qui doit intervenir en mécanisme de facilitation et d'incitation financière. Et aujourd'hui, c'est le secteur privé et nos partenaires financiers extérieurs. Donc là, il y a un problème, il y a une défaillance dans le mécanisme ici pour soutenir ce type d'initiative. Et le deuxième frein sur cette activité, c'est le changement de mentalité. Parce que les gens ont l'habitude, parce que comme je le disais Max tout à l'heure, ça fait combien de décennies de culture sur le brûlé, combien de décennies à utiliser les cannes à pelle, les bois de chauffe, le charbon local, etc. Et demain, on va partir, non, en fait, on protéger les forêts, donc il faut partir sur un système électrique. C'est très compliqué. Et en termes d'efficacité, c'est le même mais bien sûr, on a même fait des cours de cuisine pour montrer aux gens que ça ne change absolument rien d'utiliser un four traditionnel et une cuisinière électrique. Non, en termes de qualité de service, il n'y a rien à dire. C'est vraiment un changement de mentalité et un impact sur le portefeuille qu'il faut pouvoir accompagner. Et après, il y a un élément qui, je pense, extrêmement important à garder en tête, c'est que tout ça prend énormément de temps. Que ce soit dans la partie culture, où effectivement, un plan, on ne peut pas exiger de lui que 2 mois plus tard, il produise. Et là, dans le changement de mentalité, dans le changement de pratique, c'est pareil. Il faut du temps pour que les gens s'adaptent à un nouveau mode de pratique, à un nouveau mode de consommation. Voilà, et donc il faut accorder du temps au temps. Très bien, merci. On va parler d'un petit sujet qui fâche. Est-ce que vous pouvez nous parler du système d'impôt, taxe de l'entrepreneuriat vert à Madagascar? Est-ce qu'il y a un cadre qui est incitatif ou plutôt une pression supplémentaire à gérer? Et de même pour le cadre légal, je pense que Madagascar a commencé un peu à introduire. Est-ce que c'est complexe à suivre? Je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier. Peut-être pour revenir par rapport sur le point le cadre légal, si on parle de l'environnement, je pense que la question là, c'est que est-ce que le cadre légal incite les entrepreneurs à entrer dans ce métier vert, à ma compréhension. Donc là, le cadre légal, c'est une revendication en fait de l'État, comme quoi tous les projets doivent intégrer ces dimensions, conservation de l'environnement et gestion intelligente et gestion raisonnable des ressources naturelles. Et par rapport à l'eau, par exemple, si on parle donc du cadre légal de l'eau, il parle d'impôts et de taxes. Je ne sais pas spécifiquement sur l'entrepreneuriat vert, mais je vais prendre l'exemple du secteur de l'eau. Il y a la redevabilité de la population et du gestionnaire envers la commune. C'est-à-dire que pour chaque mètre cube d'eau consommée, il y a d'abord les redevances sur le prélèvement.
C'est-à-dire que on doit payer donc une redevance par rapport à la quantité d'eau qu'on prélève de la ressource, que ce soit des ressources en eau superficielles ou des ressources en eau souterraines. Ensuite, puisque on va consommer de l'eau, c'est-à-dire qu'après on va rejeter de l'eau. Et il y a des redevances dédiées, spécifiques par rapport au budget qu'on appelle redevance assainissement relative aux eaux usées. Il y a aussi les taxes et surtaxes communales qui vont aider la commune par rapport à l'extension des activités initiées par la commune dans ce secteur, puisque ce sont des recettes affectées, c'est-à-dire qu'ils sont collectés dans le secteur de l'eau et peuvent être utilisés seulement dans le secteur de l'eau. Ensuite, il y a aussi des redevances de branchement social. Comme son nom l'indique, donc, c'est une redevance qu'on paye pour faire bénéficier des ménages les plus vulnérables pour avoir de l'eau par l'initiative de la commune. Et ces différents taxes et redevances, en fait, spécifiques à l'eau, c'est directement payé par les clients, par les usagers. Mais c'est réglementé, donc ça ne doit pas dépasser au plus 10% du montant de la facturation des usagers, au-delà des taxes que l'entrepreneur paye pour le compte de son exercice financier, par exemple. Voilà. Merci. Et est-ce que toi, tu trouves ça incitatif ou pour nous, l'objectif, c'est à la fois de gagner de l'argent, c'est-à-dire d'être rentable en exploitant en gérant le système, mais à la fois d'apporter notre contribution pour l'amélioration des conditions de vie de la commune, des conditions de vie de la communauté, et on a cet esprit de gagnant-gagnant, c'est-à-dire que nous, on arrive à durer dans notre activité, on arrive à faire des marges, et en parallèle, la commune aussi y trouve son compte pour atteindre ses objectifs et pour développer donc, en gros son territoire. Et le cadre légal, ici, je ne vais pas entrer dans les détails des taxes, des taxes globales, puisqu'il y a à boire et à manger, mais pour le secteur de l'eau, donc, disons que c'est assez incitatif du moment où on arrive à bien travailler avec son partenaire qui est la commune et dans cette optique de gouvernement. Très bien, merci. Et sur l'énergie, alors, dans le système fiscal, alors déjà, l'entrepreneuriat vert, je ne pense pas que ce soit un appel à se faire de la guitare, déjà en partant du principe que l'entrepreneuriat n'est pas particulièrement soutenu dans le pays, donc vert encore moins, je pense. On essaie. Voilà, on essaye, mais en tout cas, c'est pas un mécanisme mis en place par l'État aujourd'hui. Dans le secteur de l'énergie, il y a fiscalité, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, parce qu'effectivement, il y a énormément de composantes, et il faut être un peu du secteur si on est vraiment intéressé, il y a des textes de loi et des décrets d'application qui s'y rapportent. Mais il y a la fiscalité, il y a un certain nombre de taxes qui vont venir ponctionner les activités d'entreprise, en l'occurrence des taxes qui vont être prélevées annuellement sur le chiffre d'affaires de l'entreprise, sur les ventes réalisées en kilowattheure. Voilà. Tout le monde ne les paie pas, les nouveaux opérateurs consciencieux et les élèves le font. On paye aussi des taxes communales, donc c'est pareil, qui sont censées permettre aux communes d'avoir un peu de caisse pour pouvoir développer un certain nombre d'activités. Maintenant, c'est des taxes qu'on peut-être dans les modèles économiques, donc c'est pas censé être une pression, c'est censé être intégré, on est censé en tenir compte dans nos modélisations de projets et d'activités. C'est le principe, ça fonctionne comme ça. Ensuite, il y a aussi tous les mécanismes de fiscalisation qui, pour le coup, sont à l'avantage de l'activité. En l'occurrence, à Madagascar, l'importation de panneaux solaires, de batteries, de certaines catégories de batteries, pas toutes, de certains kits, est exonérée de taxes et de douanes. Maintenant, c'est pas sur la totalité des équipements, ça concerne aujourd'hui que le solaire et par exemple l'hydro, les turbines, etc. Donc il y a encore beaucoup d'efforts à faire dans la loi de finances et le mécanisme d'exonération pour inciter davantage
à utiliser ce type de technologie. Et on a aussi, par exemple, des mécanismes de défiscalisation pour les clients qui voudraient solariser leurs infrastructures, leurs bâtiments, etc. Donc, ils peuvent bénéficier aussi de réductions d'impôts avec des formules de calcul. Tout ça fait partie, encore une fois, du code d'électricité, de la loi 2017-020 et des décrets d'application qui vont avec, par exemple. Voilà. Mais par contre, je rajoute qu'il y a encore énormément de travail à faire pour créer davantage d'incitation. Par exemple, dans le secteur de l'énergie, il y a des mécanismes incitatifs qui existent dans d'autres pays, notamment en Europe, et qui pourraient très bien être mis en place à Madagascar. Je parle par exemple de ce qu'on appelle les feed-in tarifs, qui vont être des mécanismes de complément aux tarifs de vente de services pour venir soulager pour le bénéficiaire final et en même temps ne pas contraindre l'opérateur privé dans sa modélisation économique. Ça peut être des mécanismes de financement parce qu'on est sur la délégation de services publics et que naturellement c'est pas le job du secteur privé ce qu'on est en train de faire. Hein, on se substitue à un état défaillant. Donc il devrait y avoir ce type de mécanisme qui aujourd'hui est rempli par d'autres acteurs et non pas par l'État. Et donc par exemple, au niveau dans le cas, certaines personnes de mon équipe et moi-même, on travaille aussi beaucoup avec les institutionnels et les bailleurs et de l'assistance technique pour appuyer l'amélioration et la révision du cadre réglementaire, des textes de loi, des décrets d'application, etc. Comme ce qui s'est passé entre 2015 et 2016 sur le sous-secteur électricité, où il y a eu tout un mécanisme consultatif et participatif avec intégrant le secteur privé pour revoir les textes de la loi et les décrets d'application. Malheureusement, beaucoup de suggestions qui avaient été formulées par le secteur privé n'ont pas été prises en compte. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire sur ce sujet, mais j'incite aussi les entrepreneurs dans leur secteur d'activité respectif. C'est du temps aussi et c'est de l'implication, mais comme il y a des failles dans le système dans lequel on évolue, c'est aussi de prendre le temps de se familiariser, de se renseigner avec la législation et les procédures et les process en vigueur à Madagascar et de voir de quelle manière ils peuvent aussi participer à leur amélioration. C'est aussi, je trouve, une responsabilité en tant qu'entrepreneur de ne pas subir le cadre dans lequel on essaie de faire bouger. Il y a une volonté, en tout cas, du coup, d'intégration du secteur privé dans les réflexions. Après, sur la mise en œuvre, c'est encore autre chose, mais il faut pousser, ça commence. Ouais. En tout cas, il faut se montrer présent et se montrer proactif aussi là-dessus. On ne peut pas attendre que tout ça change par soi-même et que le secteur public soit moteur sur le sujet. Aujourd'hui, c'est aussi à nous de prendre ces challenges à bras le corps et autant que faire se peut de se montrer force de proposition pour faire avancer les choses. Sinon, je ne vois pas comment dans 50 ans, on est encore. Oui, c'est clair. Est-ce que Max, tu peux intervenir sur la partie cadre légal Non, sincèrement, nous, il n'y a aucun incitatif. Ok. Non, vraiment, c'est que ce soit au niveau du foncier, au niveau du cadre légal, au niveau du statut, on est soumis exactement aux mêmes contraintes légales qu'une industrie ou n'importe quel autre secteur. Et je trouve ça aberrant. C'est comme ça. Ouais, il y a tout à fait. C'est pas au chômage, quoi. Non, c'est. Très bien. Merci. Il y a un cas qui est présenté par France, qui est une des startups que nous accompagnons dans le cadre de MITIR. Elle fait du chocolat en s'approvisionnant à un bain. Je vais lire peut-être le cas et voir, parce qu'à la fin, je pense qu'il y a une question, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, je fabrique du chocolat. En amont, il y a la production du cacao qui est un arbre et les arbres d'ombrage. C'est des variétés spéciales, moins de 5% dans le monde de cette variété. Côté paysan, ils ont vraiment compris l'environnement, l'intégration de l'économie et de l'environnement, l'agroforesterie et le développement durable. Par contre, moi, je suis en aval, j'utilise beaucoup d'énergie, je torréfie le cacao 12 heures par jour, je fais marcher la conche 24 heures sur 24. Même chose pour la chambre froide, on parle de chocolat, pas plus que 18 degrés Celsius. Et ensuite, on exporte par bateau ou par avion. Je vous fais, grâce du calcul de l'empreinte carbone par rapport à l'énergie brûlée, pour transporter de Mata aux USA, en Europe ou ailleurs. Je n'exporte pas encore. Je voudrais que mes opérations de transformation de chocolat soient aussi Durable. durables.
Je vais être pionnière. Aussi, je vais être pionnière dans la question, et c'est un gros investissement positif. Bah, c'est un gros investissement, mais si c'est pas bien investi, l'histoire va rêver. Moi, je vais dire, bah, déjà, c'est bien félicitations d'engager la réflexion et d'avoir commencé avec les agriculteurs. Euh, Parce qu'on sait que le cacao, par exemple, dans d'autres pays comme en Côte d'Ivoire, c'est une grosse source de destruction de l'environnement. Et nous, on croit à Madagascar du cacao qui peut être respectueux de l'environnement, et ça commence par les paysans. Et ensuite, pour l'aspect export, je pense que on n'a pas le choix si tu veux l'exporter. Par contre, bien sûr, plus le bateau que l'avion. Et pour l'aspect transformation, je pense que c'est Camille qui peut te donner des solutions pour que ce soit durable et moins polluant, hein. Non, je pense effectivement, mais c'est des bonnes questions à se poser. Je pense que c'est exactement par là qu'il faut justement réfléchir à comment on peut intégrer davantage d'impact dans le processus de transformation ou de production qu'on met en œuvre dans son entreprise. Donc moi, je suis hyper contente de voir ce type de réflexion. Et effectivement, il y a des solutions. Sur la partie énergétique, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'activités de transformation dans le secteur agroalimentaire qui sont très consommatrices d'énergie, mais aussi consommatrices d'eau pour certaines applications. Il faut faire un diagnostic, il faut comprendre aussi où est-ce qu'il peut y avoir une substitution d'énergie ou de la production d'eau, où est-ce qu'il peut y avoir des économies aussi. Parfois, c'est aussi dans des pratiques, et ça c'est tout le principe de la sobriété énergétique, c'est de diagnostiquer là où en fait on a des points de faiblesse. Parfois, c'est juste qu'on n'a pas les bonnes pratiques, qu'on ne les fait pas au bon moment, on ne les combine pas, parce que justement on ne les possède pas. Qu'on a des surplus de consommation qui pourraient être en fait réduits. Il y a tout ce travail de diagnostic pour mieux comprendre comment fonctionne l'activité et où est-ce qu'on peut se faire l'économie de pratiques très énergivores. Et ensuite, bien sûr, une fois qu'on a fait ce bilan, qui a priori permet de réduire déjà entre 5 et 30% de consommation, alors peut-être pas sur des petites unités, mais par exemple des unités industrielles, on peut aller jusqu'à 25-30% d'économie sur les factures électriques, c'est énorme. Juste parce que on laisse allumer tous les équipements en veille toute la nuit, parce qu'on n'a pas changé ces spots lumineux en veille économique, parce que les bâtiments sont mal construits, donc en hiver on chauffe et en été on refroidit, parce qu'on ne sait pas correctement gérer la ressource en eau et du coup on tourne des surpresseurs à fond les ballons. Enfin, il y a plein de sujets qui peuvent être traités dans le diagnostic. Et après, c'est la phase de substitution de la source de production électrique par une source qui, a priori, va être plus propre. En l'occurrence, la solution solaire, elle est un peu facile et tout trouver dans ce type d'application. Mais voilà, ça se réfléchit aussi. Donc, pas de panique, il faut se poser, diagnostiquer, et à partir des conclusions qui sont tirées, c'est voir un plan d'action pour commencer aussi étape par étape. Je pense que c'est bien d'avoir l'objectif d'être pionnier sur ce type de questions et d'essayer d'arriver avec un modèle vertueux de bout en bout. Il ne faut pas mettre la charrue avant les épées. Il faut, je pense, commencer par des premières étapes qui sont faciles à mettre en œuvre et y aller progressivement, parce que oui, c'est des investissements lourds, mais c'est aussi des pratiques qui vont peut-être bousculer le mode de fonctionnement de l'entrepreneur et de son activité. Donc voilà, il faut se donner le temps de mettre en œuvre un plan d'action. Et par contre, au niveau des investissements, c'était à moitié une blague ce que je disais tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de partenaires financiers qui sont intéressés par ce type d'initiative, qui ont une histoire à raconter, qui sont dans un pays comme Mada, qui essaient de faire les choses bien, qui ont des vraies idées, des vraies ambitions, aussi d'impact. Et ça convainc un certain nombre de financeurs. En l'occurrence déjà, le programme judiciaire d'accompagnement financier, mais aussi assistance technique. Mais ça va en convaincre d'autres. Et donc, il y a des mécanismes financiers, ça peut être à travers des subventions, comme des apports en capitaux propres, comme de la dette concessionnelle ou pas, qui peuvent venir justement soulager l'investissement en propre de l'entrepreneur et qui vont s'inscrire dans un plan de pérennisation et de développement de l'activité sur le moyen ou sur le long terme. Donc, il ne faut pas paniquer face à ça. Je pense que là aussi, des obstacles principal pour les jeunes entrepreneurs ou les nouveaux entrepreneurs sur le marché, c'est l'accès à l'information. On est souvent perdu pour savoir quel partenaire est disponible et peut financer ça, quel partenaire peut fournir tel service, où est-ce qu'on les trouve, comment on les contacte, c'est quoi le process de soumission, c'est quoi les critères d'éligibilité, etc.
Et donc, je pense que c'est aussi en créant cet écosystème entrepreneurial qu'après les informations peuvent transiter. Et peut-être qu'il y a un acteur, peut-être il y a un cadre, je ne sais pas, qui peut jouer ce rôle aussi de capitalisation des informations pour mettre à disposition des entrepreneurs, par exemple, de sorte qu'ils soient moins perdus face à l'énormité du sujet qu'ils ont en face d'eux. Il faut le décomposer, en fait, ce sujet. Non, c'est clair qu'il y a des opportunités, il faut un peu lever la tête et voir autour. Et justement, j'aimerais avoir un petit retour d'expérience. Max, qui revient de la COP27. C'était quoi exactement les discussions qui s'étaient faites sur Madagascar et c'est quoi les opportunités justement pour rejoindre ce que Camille disait, soit des bailleurs, soit du public sur ces sujets de financement de la conservation? Alors, au niveau de Madagascar en tant que tel, bon, la COP elle était vraiment orientée sur les pays africains, mais il n'y a pas eu Madagascar dans les spotlights, on n'était pas le pays ou parmi les pays les plus en vogue. On était bien représentés, mais malheureusement, par exemple, on n'avait pas de pavillon ou quoi. Mais on suivait par exemple les positions du groupe de négociation Afrique et qui a vraiment poussé. Et franchement, ça a été incroyable, ça a été une vraie fierté, une réussite pour l'Afrique cette COP. On a réussi à instaurer le lancement du Bassin Damage Fund, par exemple, qui consiste à compenser les dégâts climatiques causés par le développement des pays industrialisés. Mais ce qui intéresse surtout le secteur privé, c'est que les grands bailleurs ont vraiment démontré qu'ils s'intéressaient de plus en plus au secteur privé, plutôt que par exemple aux ONG, alors que c'était le circuit un peu classique. Même entre deux COP, entre la COP 26 où j'étais et entre la COP 27, les discours étaient vraiment différents et on a beaucoup plus mis en avant les entrepreneurs verts, les entrepreneurs sociaux. Et ça, c'est vraiment bon pour nous, pour les personnes qui nous regardent, parce que ça montre que je dirais, les grands financiers, les grands bailleurs comprennent qu'une approche marché, en fait, c'est beaucoup plus durable qu'une approche projet. Et c'est ça qu'on essaie de mettre en place. Il n'y a aucun d'entre nous ici qui faisons des donations ou voilà, on n'est pas des philanthropes. On est des entrepreneurs, donc il y a une notion de business. Mais c'est bien que les institutions comprennent enfin que c'est ça qui permet la pérennité des projets. Et ça s'est vraiment ressenti à la COP. Très bien. Et Mazak, je pense que toi aussi tu es en discussion permanente avec les institutions dans le cadre de projets. Est-ce que tu veux faire un partage d'expérience aussi, encore une fois, pour rassurer et sensibiliser les startups qui sont là aujourd'hui sur le fait qu'il y a des opportunités dans ce sens? Il suffit juste de lever un peu la tête et d'avoir accès à l'information. Pour te répondre et pour apporter peut-être une motivation à nos amis entrepreneurs, je vais vous donner un peu l'historique de Sandaran. En fait, le secteur de l'eau à Madagascar a été régi par le code de l'eau a été sorti en 1999. Sandaran a été créé en 1998, c'est-à-dire une année avant la promulgation du texte réglementaire qui régit le secteur. Et nous étions le premier initiateur d'un partenariat privé-public, c'est-à-dire un secteur privé, purement privé, qui intègre un secteur social tel que l'eau en partenariat avec le secteur public. Et j'entends par secteur public la commune en tant que maître d'ouvrage et le ministère en tant que régulateur du secteur, notamment le ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Et ce n'est qu'après plusieurs années, c'est-à-dire en 2015, que la loi sur le PPP a été sortie à Madagascar. Pour vous dire donc qu'on a entamé le métier là dans le domaine du PPP en 1998, mais la loi sur le PPP n'était sortie qu'en 2015. Et après cette promulgation de loi, ça a été devenu à la mode le terme PPP. Donc là, c'est pour nous montrer donc que si on a la volonté de réussir, il n'y a aucun obstacle qui est insurmontable. Et actuellement, comme disait Max, tous les bailleurs
Notamment, je parle du secteur de l'eau, puisque c'est dans ce secteur que nous opérons. Tous les pairs actuellement s'orientent plus vers le secteur privé que vers cette approche ONG, association, puisque Madagascar est un des pays les plus aidés, avec plus de 600 ONG implantées à Madagascar, alors que le résultat est là. Je ne vais pas rappeler, on est à quel rang là par rapport au classement mondial. Donc là, l'initiative, c'était vraiment d'apporter notre pierre à l'édifice pour montrer l'exemple d'abord que ce n'est pas impossible. Ensuite, c'était notre intervention qui a petit à petit, influencé les décisions des parties prenantes, notamment du secteur public et aussi des bailleurs, comme quoi il faudrait plus s'orienter vers le secteur privé pour avoir vraiment de l'impact, pour atteindre les objectifs fixés par l'État et aussi, puisque nous nous substituons à l'État, c'est plus rationnel de se fier à des professionnels qu'à des associations qui sont juste créées là pour bénéficier des financements, mais après il n'y a aucune action de pérennisation, faute de moyens, certes, mais aussi faute de compétences. Donc là, pour rassurer nos amis entrepreneurs, toutes les interventions actuellement se focalisent vers la considération du secteur privé, et notamment pour les secteurs comme l'eau, qui est considéré, comme je disais tout à l'heure, purement social. On penche plus vers l'approche client que l'approche bénéficiaire. C'est-à-dire qu'on considère de plus en plus que ce métier-là, c'est un business, mais pas du bénévolat ou de l'action humanitaire. Et ces sujets-là sont bien intégrés par les bailleurs, ces sujets-là que le secteur privé, au-delà de faire de l'impact, recherche quand même en premier lieu la rentabilité. Oui. De l'autre point de vue. Bien intégré, le bien peut-être un petit peu tôt. Oui, mais intégré, ouais, et en cours de renforcement d'intégration. Et j'ajouterais, par exemple, ça c'est la vision des bailleurs, mais les bailleurs doivent aussi s'allier à la politique nationale. Et pour nous, par exemple, notre politique générale de l'État, d'une part, mise sur l'effectivité de l'État de droit, nous parlons de cadre légal tout à l'heure, et aussi et surtout de l'implication effective du secteur privé, puisque l'État veut que le secteur privé soit le pilier de développement de Madagascar. C'est-à-dire que, normalement, on a écrit que le secteur privé doit être le pilier, mais la question qui se pose, donc, c'est est-ce que les actions vont dans ce sens? Pour nous, les entrepreneurs, oui, on est habitué à résoudre les problèmes, c'est même notre quotidien, surtout quand on habite dans un pays africain, Madagascar. Merci. Si vous n'avez plus d'autres questions dans le chat, on arrive bientôt à la fin de cette session. Peut-être un petit mot de la fin sur chacun d'entre vous, sur le sujet que vous souhaitez aborder. Ça peut être la sensibilisation ou de l'incitation aux entrepreneurs que nous avons aujourd'hui. On peut commencer par Max. Moi, ce que je dirais, c'est que j'ai regardé un peu la liste quand même des entreprises qui ont été sélectionnées dans le programme MITIR. C'est bon. Ok. Bon, je vais reprendre. Je disais
disais que j'ai regardé la liste des entrepreneurs et qui ont été sélectionnés par le programme MITIR. Et quasiment toutes dépendent et travaillent avec les ressources naturelles. Et c'est, comme on disait au début, c'est une cause de contrainte, mais c'est surtout une cause d'opportunité. Et voilà, c'est surtout une source d'opportunité pour vous. Et bah, je vous encourage à continuer, peu importe quelles sont les problématiques. Et comme on a vu dans les commentaires aussi, il y a beaucoup de synergies qu'on peut avoir entre nous. Au final, on est tous plus ou moins dans le même secteur, on est tous liés à l'environnement et au développement des populations. Donc moi, c'est plutôt un message d'encouragement. Et puis vous allez tous faire face à des... Bah, je sais pas s'il y en a qui sont dans leur métier depuis très longtemps, mais pour ceux qui débutent, en tout cas, ça va être, comme disait Manzak, beaucoup de problèmes à résoudre tout le temps, mais c'est ça aussi qui fait la beauté. Et en tant qu'entrepreneur, il y a des équipes derrière vous, il y a des, bon, on a dit qu'on n'aimait pas trop le terme bénéficiaire, mais il y a des projets qui dépendent de vous, et ça doit vous permettre de tenir votre vision et de ne pas abandonner quand les moments sont un peu plus difficiles, hein. Merci Max. Oui, je rejoins les encouragements de Max par rapport à nos amis là, les startups de tir. Vous avez fait le premier pas. C'est l'essentiel. Maintenant, il faut persévérer. Il ne faut pas, il ne faut pas se décourager par rapport au contexte local. Nous avons démontré donc par notre existence depuis plus de 2 décennies et demie que vivre de l'entrepreneuriat est possible à Madagascar, même si ce n'est pas le métier le plus facile, et on nous le dit souvent même. Pour moi, peut-être pour apporter un conseil par rapport à votre futur et par rapport à votre intervention respective, quel que soit le secteur, la force, c'est de maîtriser le cadre légal, puisque c'est votre seul bouclier euh, dans tout ce que vous allez entreprendre, d'une part. De deux, je ne veux pas dire aimer le bref, mais soyez vraiment passionné et faites en sorte que cette passion-là ne se dissipe jamais, quelles que soient les circonstances, puisque vous allez être amené à faire face à des problèmes même très très graves. Ne soyez pas découragés. Ça fait même la beauté de la chose, comme disait Max tout à l'heure. Donc, persévérer, le pays compte pour vous. Je dirais même à plus grande échelle, le continent, le monde compte sur nous, le secteur privé. Merci. Merci pour ce beau message. On est sur toi, Camille. C'est dur de passer après ça. Avec toute l'humilité, parce que quand on est entrepreneur, je pense qu'on apprend aussi à devenir humble si on n'était pas déjà avant, vu le casserole qu'on peut se prendre. Il faut apprendre à relativiser aussi. Moi, parmi tous les conseils qu'on pourrait donner, parce qu'on a tous chacun notre expérience et il y a plein de choses qu'on pourrait partager. Et d'ailleurs, je pense qu'en dehors de la masterclass, on aura probablement l'occasion de discuter avec les entrepreneurs. Et surtout, il ne faut pas que les gens hésitent à nous contacter, parce que tout ce qu'on peut partager, on le partagera. Je pense que c'est ce qu'on a essayé de faire passer comme message depuis le début de nos interventions, c'est de ne pas rester seul, c'est d'échanger, pas uniquement pour ne pas être seul, mais aussi parce que c'est probablement une source d'opportunités, d'idées, de solutions hyper intéressantes. Et du coup, le conseil que je donnerais, c'est un peu par rapport à ce qu'on pense, enfin le cas de France à présenter, c'est de décomposer en fait les défis et les problèmes. C'est pas tout prendre en même temps en une fois, parce que sinon c'est déprimant, ça donne pas envie de continuer, c'est triste, c'est compliqué. Donc c'est un peu comme si on se décidait à monter l'Everest en une foulée, en un jogging. Bah non, c'est pas possible, on s'arrête à des étapes dans des refuges, on se repose, on discute avec les gens, on reprend le lendemain matin, etc. Et on fait des pauses entre temps dès qu'on sent qu'on ne peut pas continuer. Et ça ne fait pas de nous des échecs, et ça ne fait pas qu'on ne va jamais arriver au sommet. Ça veut juste dire qu'on prend le temps aussi
de s'adapter à la situation et de le faire dans les bonnes conditions.